Donc, je laisse la parole à Alex et Luc pour le premier atelier publié. Alors, pour essayer de synthétiser un peu ce qui ressort de cet atelier, le maître mot, que ce soit dans l'édition accessible ou l'édition adaptée, c'est sans doute structuration. Structuration des contenus. Et donc se pose aujourd'hui pas mal de questions sur la manière de produire ces contenus structurés. Donc un contenu structuré, la base c'est d'utiliser les styles dans le logiciel, dans Word par exemple, dans n'importe quel autre logiciel de production, pour qu'on puisse dériver de ça, de cette version stylée, un fichier au format XML enrichi, un fichier EPUB, etc., un fichier InDesign, etc. Donc on s'aperçoit un peu aujourd'hui que il y a des interrogations sur la manière de produire ces contenus structurés ou sur la manière d'exploiter ces formats structurés. Donc un besoin qui remonte, c'est la nécessité de former, notamment dans l'édition adaptée, les centres de transcription à l'utilisation et à l'exploitation de ces formats structurés. Une possibilité pour avancer un peu vers plus de structuration, ça pourrait être de dire à tous les maquettistes, plus aucun, vous ne traitez et vous ne ressortez plus aucun fichier Word sans feuille de style. Enfin, c'est plutôt même à la façon dont ils reçoivent, parce que ça c'est la responsabilité des éditeurs qui sous-traitent à des maquettistes. Et on sait qu'une des difficultés de la chaîne de production par rapport à la structure, c'est le transport de cette structure. Si l'éditeur, ce qui n'est pas souvent le cas, fait l'effort de mettre des styles bien sémantiques et bien propres dans des contenus Word, il faut que cela se transporte vers les outils de mise en page et de génération d'e-book. Et ce transport, quelquefois, est carrément rompu. Par exemple, le maquettiste verrait des styles dans le Word et dit « mais c'est jamais bien les styles que font les auteurs, c'est toujours n'importe quoi, donc je commence par les enlever ». Et puis après, il les remet. Donc cet effort-là augmente la charge de travail et fait perdre, parce que le maquette a pour objectif de présenter l'information sur la page, mais l'effort initial était aussi un effort de sémantique pour dire que ça c'est un titre, ça c'est une note, etc. Et donc on veut garder cette sémantique des styles jusqu'au bout, de façon à ensuite pouvoir faire bien sûr de la mise en page papier, mais aussi des livres numériques qui sont encore structurés et qui sont encore chargés de sémantique pour pouvoir appliquer les règles d'assistance technique pour l'accessibilité. Donc il a été question beaucoup de cet échange et de ce partage autour des processus de production et éventuellement de partage de fournisseurs entre le monde de l'édition et le monde de l'édition adaptée. Et puis il y a aussi les dispositifs techniques disponibles dans le monde de l'édition adaptée, comme le Pipeline Daisy ou des choses comme ça, qui traitent ces fichiers XML de différentes natures, et il serait bon d'avoir une forme de meilleur partage, de meilleure prise en main par l'ensemble des associations. Voilà. Et donc au-delà du partage des fournisseurs, effectivement, une partage de l'expertise entre édition adaptée et édition ordinaire, ce qui nous permettra de rebondir sur un atelier de cet après-midi. Un peu au-delà de la chaîne éditoriale, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'interrogations sur le signalement de l'accessibilité, ce qui rebondit aussi sur un autre atelier. Mais on a eu quelques commentaires. Par exemple, il serait pertinent de signaler sur toutes les couvertures des livres physiques imprimés, alors là on sort un peu du champ du périmètre, de signaler le titre en braille. Je ne sais pas si cette mesure est praticable en réalité, mais en tout cas
signaler mieux davantage les ouvrages. Toujours dans cet esprit du signalement, ce qui est important, c'est de bien faire le distinguo entre... c'est de bien indiquer quel est le niveau d'accessibilité d'un ouvrage pour que les organismes de transcription sachent si oui ou non ils ont le droit d'adapter un livre. Ce qui a été mis en évidence dans cet atelier, c'est que la réforme récente qui impose une vérification de l'existence d'une version accessible, aujourd'hui, elle est impraticable par les centres de transcription. Cela dit, elle est impraticable, mais le problème ne se pose pas encore vraiment dans la mesure où il n'y a pas de livre scolaire aujourd'hui nativement accessible. Mais c'est un problème qui se posera de manière beaucoup plus aiguë quand les éditeurs commenceront à enrichir, à produire des livres nativement accessibles. Donc cette problématique du signalement a été aussi mise en évidence assez fortement dans notre atelier. Très bien, merci Alex et Luc. Ce qu'on voit déjà, c'est que c'est très difficile de séparer ces maillons, ce qu'on a fait artificiellement aujourd'hui, mais l'idée, c'est de les remettre tous ensemble à la fin. Donc, je vais passer la parole à Philippe pour le deuxième atelier, donc acheter. Bien, bonjour. Donc, vous m'entendez ? Oui. Donc c'était effectivement donc un atelier acheté. Donc ça s'inscrivait dans la perspective, par exemple pour une bibliothèque, de mettre un site de bibliothèque accessible. Donc l'acheteur en question, il faut comprendre que ce serait par exemple la bibliothèque qui serait face à un fournisseur. Donc par rapport à cette thématique achetée, il y avait un certain nombre de questions posées qu'on n'a pas eu le temps vraiment de traiter parce que chaque question générait des sous-questions. Mais globalement, je vais essayer de reprendre un petit peu chacune de ces questions-là et puis faire un petit peu un résumé des échanges. Donc il y avait une question sur, pour les sites web, quelles sont les exigences légales et réglementaires en matière d'accessibilité. Bon, je ne vais pas trop développer là-dessus parce qu'on a effectivement un certain nombre de lois et de réglementations et une prochaine directive, etc. Simplement, donc pour l'instant, ces exigences légales et réglementaires, elles existent effectivement, elles sont formalisées, il n'y a aucun problème là-dessus, et elles concernent essentiellement donc les administrations au sens large pour l'instant. Ensuite, la question c'était de comment faire figurer les clauses relatives à l'accessibilité dans le cahier des charges. Donc là, comme principe général, on peut dire que il faut très clairement faire figurer dans les cahiers des charges une obligation de résultat pour que le prestataire se sente engagé par cette obligation. Donc bien préciser cette obligation de résultat qui est tout simplement qu'il doit livrer un produit, des prestations ou des services conformes. Et ensuite, dans un cahier des charges, il ne faut pas se contenter de faire figurer cette obligation de résultat, mais dans un cahier des charges, on indique, on joint par exemple un cadre de réponse dans lequel on va poser des questions au prestataire. Et donc dans ce cadre-là, de manière rapide, il faut demander au prestataire quels sont les moyens qu'il va mettre en œuvre pour garantir au final que, eh bien, à la fin du projet, on aura un produit, des prestations ou des services accessibles. Donc faire figurer cette obligation de résultat et cette obligation de moyens. Alors il y a eu des remarques comme quoi, l'accessibilité, effectivement, s'appuyait sur un référentiel, mais
on m'a fait remarquer que ce référentiel n'était pas forcément bien défini ou pas compréhensible ou des choses comme ça. Bon, en réalité, non, hein, le référentiel, il est parfaitement clair, mais je pense qu'effectivement, il pose un problème d'appropriation, c'est-à-dire que la mise en œuvre d'une démarche accessibilité, bon, ça nécessite un petit peu des compétences et effectivement, ce référentiel qui est un référentiel technique nécessite effectivement des compétences techniques, mais il n'y a pas de problème d'interprétation particulière sur cette question du référentiel. Donc simplement, à ce niveau-là, l'accessibilité, elle est très bien définie techniquement. Il y a juste la question de l'appropriation, à la fois par les acheteurs, hein, qui doivent faire des vérifications, et puis par les fournisseurs qui ne comprennent pas forcément tous ces critères. Ensuite, il y avait une question qui concernait comment s'assurer que en fait, les clauses qu'on a mises dans le cahier des charges relatives à l'accessibilité sont respectées. Donc là, les questions ont tourné autour de qui devait faire les vérifications d'accessibilité. Alors, globalement, le principe, c'est que c'est à l'acheteur de vérifier que les prestations qui ont lui été livrées sont bien conformes. Hein, puisque, bon, au final, l'une des obligations, c'est de publier une déclaration de conformité. Cette déclaration de conformité, elle doit être établie par l'acheteur du service. Et donc, c'est à un moment donné, effectivement, l'acheteur doit réaliser lui-même les vérifications d'accessibilité, et s'il n'a pas la capacité de le faire, en s'appuyant sur un prestataire. Moi, j'ai introduit l'idée qu'il était aussi important de demander au prestataire qu'il fasse lui-même avant livraison des vérifications, parce que je pense qu'il ne suffit pas pour un prestataire de dire qu'il livre un service ou un produit conforme, mais je pense qu'il est nécessaire de demander au prestataire un certain nombre de vérifier que lui-même a bien mis en œuvre en interne des procédures pour s'assurer que les produits qu'il livre sont conformes. Alors après, on a évoqué effectivement cette question qu'il y a une différence de contexte entre, par exemple, dans le cas d'une bibliothèque, on peut commander des choses qui vont relever de ce qu'on appelle des développements spécifiques, et par ailleurs, il y a des choses qui se présentent plutôt sous la forme de produits ou de solutions clés en main. Et donc, à ce niveau-là, on a des marges de manœuvre qui ne sont pas effectivement les mêmes, dans la mesure où quand on demande une prestation clé en main et des choses spécifiques, on peut exiger un certain nombre de choses, mais dans le cas d'un logiciel tout fait, etc., on n'a pas forcément les mêmes marges de manœuvre dans un projet. Donc là, voilà, c'était un petit peu le résumé de cette thématique achetée. Merci beaucoup Philippe. Il ne reste qu'à voir la question de l'orientation. Peut-être, parce qu'on a parfois eu. C'était pas très simple. Donc bonjour. Donc nous, dans notre groupe, je voulais parler d'abord des gens qui avaient participé à l'atelier, parce qu'il y avait des origines très diverses. Il y avait des personnes qui venaient de l'édition adaptée, une personne de l'édition classique, des bibliothécaires, des personnes d'une librairie, et puis des usagers, informaticiens. Et c'était assez intéressant. Enfin, la restitution de l'atelier, c'est qu'on n'a pas forcément de réponse, hein, parce qu'on a plus de questions que de réponses. Mais c'était intéressant, effectivement, de pouvoir échanger et puis d'apprendre, je dirais, des uns et des autres. Et en fait, au démarrage de l'atelier, on est parti en fait du témoignage d'une usagère, je ne sais pas si on peut dire comme ça, c'est pas très joli, mais c'est inclusif, donc on va le dire. Qui nous a raconté un peu son expérience, par exemple, de la bibliothèque de Marseille, où il y a un service très réservé en fait aux personnes en situation de handicap. Donc, et quand elle arrive à l'entrée, l'agent de sécurité lui dit « Ah, vous allez au 3e » et hop, de toute façon, il faut qu'elle aille au 3e. Tout ça simplement pour dire qu'effectivement... Pardon ?
bien sûr. Non, non, j'exagère, je déforme alors. Mais en tout cas, l'idée était de se dire que c'était effectivement pas très inclusif et que quand même, l'édition numérique accessible et l'édition nativement accessible permet effectivement d'aller vers quelque chose de plus inclusif. Ensuite, on a essayé, j'allais dire, d'aborder au fil des discussions, ça s'est vraiment passé sous forme de discussion, un peu justement quel était un peu le parcours d'un usager. Si on lui propose des livres numériques accessibles ou des documents accessibles, comment est-ce qu'il va pouvoir savoir d'abord que ces livres existent et puis qu'ils sont accessibles? Et ça rejoint ce que vous disiez sur l'accessibilité des sites web et des plateformes, où effectivement, si vous avez des contenus accessibles, mais que pour arriver à ces contenus, l'accessibilité n'est pas bonne, ça ne fonctionne pas. Et puis se dire aussi que finalement, cet usager, il peut aller, ça a été abordé, donc sur un site web de bibliothèque, il peut aller sur un site de bibliothèque spécialisée, donc on a cité EOL et BNFA, sur un site de librairie, parce que sur un site de librairie, vous avez aussi, je dirais, soit l'accès au livre, soit vous pouvez au moins lire le résumé, savoir si ça vous intéresse, etc. Et puis sur le catalogue de la bibliothèque, ou sur une plateforme, alors on a cité Immatériel, et la personne qui témoignait disait que effectivement, la plateforme, elle pouvait y accéder, mais elle ne pouvait pas s'identifier, parce qu'effectivement, l'identification n'était pas possible de manière accessible. Et puis, je crois que par exemple, sur le site de l'ABF, quand on veut acheter le livre en EPUB, on ne peut pas accéder, effectivement, on ne peut pas s'identifier de manière accessible. Je vais m'empresser, j'ai appris ça cette semaine, et je vais m'empresser de faire remonter. Donc là aussi, on est sur une chaîne non pas de création, mais de mise à disposition, puisque nous, on est parti de l'utilisateur, et on est peut-être plus dans la chaîne de mise à disposition. Ensuite, sur la question des sites accessibles, il y a eu un témoignage aussi de bibliothécaires qui a dit nous, on voudrait bien pouvoir, effectivement, ça rejoint un peu ce que vous disiez, avoir effectivement un site qui corresponde aux standards du RG2A. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'appui politique. Et là, je dirais qu'on est un peu dans une impasse, puisque c'est quand même les politiques qui vont décider, effectivement, de l'achat, de l'investissement, etc. Et que du coup, les professionnels qui peuvent être sensibilisés sont quand même un petit peu coincés. Et on a évidemment parlé justement de ce standard Onyx. Alors moi, je l'avais dit à Alex quand il m'avait demandé d'animer l'atelier, quand j'ai entendu parler de métadonnées. Je ne suis pas du tout une spécialiste, je me suis dit, oulala. Mais j'ai appris beaucoup de choses, donc merci Alex, ne serait-ce que moi, j'ai au moins appris quelque chose dans l'atelier. Où effectivement, ce standard donc, prévoit effectivement de pouvoir décrire, de pouvoir indiquer des niveaux d'accessibilité assez pointus. Je ne me trompe pas quand je dis ça. Et après, là encore, on revient à notre question, comment savoir qu'un livre est accessible? C'est-à-dire que même si, au moment de la phase éditoriale, les métadonnées d'accessibilité sont bien complétées, comment l'utilisateur final, alors quand je dis utilisateur final, ça peut être la plateforme éditoriale, je sais pas, il y a PNB par exemple. Alors moi je ne suis pas en bibliothèque municipale, donc territoriale je ne connais pas bien, mais comment effectivement le diffuseur, alors voilà c'est peut-être le mot le plus juste, comment le diffuseur va lui décider qu'il va mettre à disposition telle et telle information. Ça, c'est extrêmement important. Donc, on a eu une information, effectivement, de la part de Claire, qui était dans notre groupe, pour dire qu'en termes de perspective, il y allait avoir un travail qui allait être mené, effectivement, pour une certification, justement, sur les livres numériques, pour donner des niveaux de certification. Voilà, le travail va démarrer. Mais ça m'a semblé assez intéressant pour qu'effectivement, l'utilisateur final puisse savoir. On a parlé aussi donc des compétences dont on avait besoin. Alors ça peut être dans les bibliothèques, ça peut être effectivement, je pense, chez les éditeurs aussi, à tous les niveaux de chaîne. On voit effectivement qu'il y a des gens qui peuvent être sensibilisés, mais à un moment donné, ça repose sur des véritables compétences techniques, pointues, qui doivent, je dirais, comment dire ? Je suis un peu enrhumée, excusez-moi, je ne trouve pas mon mot, mais je vais y arriver, qui doivent s'entretenir. Voilà, c'était le mot que je voulais trouver, parce que je vais conclure peut-être là-dessus, si je n'ai rien oublié, donc je regarde. On se dit que la technologie, parce que si on est là et qu'on parle effectivement de livres numériques accessibles, c'est parce que la technologie nous permet de parler de tout ça, les évolutions technologiques. Alors à la fois cette évolutivité permanente,
Elle est parfois gênante parce qu'il y avait des témoignages pour dire que, par exemple, avec certains dispositifs, je crois que c'est sur la BNFA, si je ne me trompe pas, vous complétez les personnes dans la salle qui étaient dans l'atelier, il y avait une impossibilité de lire certains documents qui avaient une DRM. Voilà. En tout cas, l'évolutivité technologique fait qu'on ne change pas son matériel tous les mois, qu'il y a sans arrêt des nouveaux systèmes d'exploitation sur les ordinateurs, par exemple, pour parler de choses plus communes. Et donc, à la fois, ça peut être un frein, mais évidemment, c'est aussi, j'allais dire, une source de progrès. Donc, on va plutôt terminer sur cet aspect positif, dire qu'effectivement, toute cette technologie et les personnes qui travaillent sur ces technologies, c'est une source positive pour aller de la création d'une œuvre à l'utilisation par un utilisateur final et un lecteur et un usager. Voilà, merci. Merci à tout le monde. Je pense qu'on se... Alors, où est-ce qu'on se trouve, Alex, à 14h pour les démonstrations? 14h, c'est une salle en haut. C'est peut-être en 107, ça. Voilà, pour le forum des démonstrations. Et les questions? Oui? Oui. Bah, si. Est-ce que vous avez des questions? On peut prendre 2-3 minutes pour des questions. Je voudrais quand même faire, ce que j'ai dit dans l'atelier, référence aux travaux, parmi d'autres, du groupe Normes et Standards au Syndicat national de l'édition, qui travaille à fond là, actuellement depuis l'année dernière sur l'accessibilité et qui fait un effort pour informer, mettre des compétences au service des éditeurs, mais aussi de travailler sur le transport des métadonnées, sur l'analyse des métadonnées qu'il faut mettre dans les e-books eux-mêmes, dans les e-pubs pour signaler leur niveau d'accessibilité. Donc ça, c'est un effort vers les fournisseurs du monde de l'édition. Et ensuite, on essaie d'expliquer à nos éditeurs ce qu'ils doivent demander à leurs fournisseurs ou à leurs services de fabrication. Et puis ensuite, il y a toute la problématique de transporter ces métadonnées vers les boutiques ou les bibliothèques et de livres numériques. Et là, il y a aussi l'information qui passe par Onyx, donc, parce que c'est le format standard de transport de métadonnées. Donc il y a toutes ces analyses techniques précises de toutes ces étapes sur lesquelles nous travaillons. Et voilà, c'est aussi une des raisons en tant que responsable de ce groupe de travail, je suis très très content d'être là et de participer à cet effort de faire des choses ensemble. Bon, s'il n'y a pas de questions, ah si. Merci. Moi, j'avais une question sur un peu ciblée sur le syndicat national de l'édition, sur les liens en fait entre les commissions. Moi, j'ai fait partie de la commission du livre audio pendant quelques années. Et il n'y avait pas du tout de lien entre les commissions et je trouve que c'est vraiment dommage parce que moi, aujourd'hui, je vais devoir... j'ai tenté de travailler en direction des éditeurs jeunesse pour leur parler d'accessibilité. Mais c'est vrai que quand j'entends tout le travail qui est mené dans la commission normes et standards, en fait, c'est vraiment très numérique. Et moi, je vais essayer de les orienter plus sur du papier. Et du coup, je me demande au sein du SNE sur quoi je peux m'appuyer pour prendre appui et aller plus loin. C'est un souci qu'on a identifié. Donc on aura la commission numérique, donc le groupe Normes et Standards fait partie de la commission numérique du SNE. Et la commission numérique va avoir une rencontre avec la commission livre audio, ainsi qu'avec la commission handicap. Donc voilà, nous avons aussi tenté de communiquer et de rencontrer la commission images. Et là, je pense moi, c'est un sujet qui me passionne parce que je pense que la description des images, fondamentale pour l'accessibilité, est quelque chose qu'il faut faire remonter jusqu'aux agences photo. Parce que les agences photo sont sollicitées par les éditeurs pour mettre des photos. Et je pense qu'à ce moment-là, les agences photo pourraient fournir des descriptions déjà d'images. Ou alors avoir un avantage concurrentiel parce qu'elles fournissent des descriptions photos. Donc voilà, donc il y a effectivement, mais on en est conscient, on essaie de se rapprocher de commission en commission. Et à la commission livre audio, dites bien qu'il faudra peut-être qu'il y ait des discussions avec la commission numérique par rapport aux aspects accessibilité. Oui, et en effet, au sein de la commission livre audio, tout de suite, on voit qu'ils veulent segmenter la partie handicap et le reste. Enfin, ils se distinguent tout le temps.
Et c'est très très perturbant en fait comme conversation. Donc c'est vrai que c'est pas très. On a envie d'y aller, de les motiver. En même temps, on sent qu'il y a vraiment un barrage psychologique. S'il y a un message à retenir de cette journée, c'est la convergence. C'est le mot qu'a utilisé Alex. Il y a une convergence de bonnes pratiques à faire de l'édition accessible, avec tout ce qu'on essaye de faire depuis, je vais dire pour ma part, 25-30 ans dans l'édition, à savoir comment on fait bien de l'édition pour pouvoir pas seulement produire des beaux livres avec des contenus extraordinaires et des mises en page sophistiquées et gérer des auteurs de premier plan, etc., mais aussi de point de vue de transport de l'information, faire quelque chose qui fasse que le contenu qui a été produit, qui est vraiment un asset, un patrimoine, soit réutilisable. Au début, il y a 20-30 ans, on en faisait du papier, basta. Mais maintenant, ça n'a plus de sens. On ne fait pas que de l'information papier, on fait de la data, on fait du contenu qui est réutilisable. Et même si c'est un roman, il est déjà réutilisable parce qu'il va être fait en version poche. Donc il faut le produire 2 fois. Il va être fait en version e-book. Il va être fait maintenant en version e-book accessible. Donc si on a vraiment cette idée que les bonnes pratiques de l'informatique éditoriale sont les bonnes pratiques d'accessibilité, alors il ne faut plus séparer. L'aspect accessibilité, l'aspect handicap n'est pas un sujet qu'on traitera à côté. Il faut le traiter dès le début, au départ. Oui, d'où l'atelier incité donc cet après-midi, c'est donner envie. Voilà, c'est